J'entame mon règne avec la volonté de me mettre... Ne soyons pas naïfs, rien n'est gratuit. C'est la crise pour tout le monde. Un chiffre d'affaires d'1 milliard. Il y a une urgence économique. 1400 emplois supprimés. Et maintenant, dans les 60 plus grosses sociétés, le traitement miracle n'existe pas. C'est potentiellement cancérigène. Il y a des centaines de produits chimiques. c'est une sorte de pression inacceptable sur le commandant de bord. Tromperie sur l'étiquette. Viande, de bœuf. Savez-vous vraiment ce que vous mangez? Je ne veux plus, dans notre pays, Je ne vous cache pas un réel malaise. Ce soir, Question à la Une s'installe dans les ateliers de l'Institut Émile Grison sur le campus du CERIA à Anderlecht pour une émission entièrement consacrée au bon et au mauvais pain. Comment distinguer le pain artisanal du pain industriel? Enquête dans nos boulangeries et pâtisseries. Difficile, voire presque impossible de trouver du bon, du vrai pain en Belgique. Il faut souvent chercher longtemps le boulanger qui travaille encore dans les règles de l'art. Je suis effaré de gens qui disent qu'il faut un chemin jusqu'ici, par exemple. Je dis non, il y a des boulangeries très bien de votre côté, vous ne cherchez pas assez. Mais de nos jours, les boulangeries très bien, comme dit cet artisan, sont en voie de disparition. Les boulangers ont été éliminés, ont été rabotés, ont été laminés. On est tous condamnés dans l'artisanat, on va mourir tous un petit peu à la fois. La plupart des consommateurs achètent leur pain dans les grandes surfaces, dans les rayons et sur les emballages. On vous promet un pain frais du jour et artisanal. Mais est-ce vraiment la réalité? Nous avons développé une technologie de cuire les pains à 80%, les surgeler et puis de les faire la cuisson sur le lieu de vente. Vous ne le savez sans doute pas, mais souvent, le pain que vous mangez a parcouru des milliers de kilomètres. Pour moi, c'est un pain qui a été panifié, mais en Pologne, et réchauffé en Belgique. Ils auraient pu le fabriquer combien de jours plus tôt avant d'être congelés? Combien de mois plutôt? De mois. Pourquoi pas? Il y a 10 millions d'habitants en Belgique. Est-ce qu'elle pense qu'elle en nourrit beaucoup ou pas? Je peux dire tranquillement qu'une baguette pour chaque habitant de la Belgique. Recours à la congélation, utilisation d'additifs chimiques, importation par tonnes de pain étranger, des méthodes que bien peu de consommateurs soupçonnent en mangeant leur tartine chaque matin. Artisanal ou industriel, où est passé le bon pain? Première question de la soirée. Les pâtisseries sont faites sur place ou pas? Bonne chance pour trouver une pâtisserie artisanale. Beaucoup de commerçants sont passés du côté obscur et vendent des pâtisseries industrielles congelées sans en informer leurs clients. On dit que grosso modo, un croissant sur deux ne serait pas fabriqué dans la boulangerie. Il faut dire que les industriels sont passés maîtres dans l'art de rouler le client dans la farine. Ça peut arriver qu'on nous demande des produits qui aient l'air fait maison. Rassure le consommateur parce qu'il a l'impression de l'avoir fait à la maison et de le sortir de son four. Même les maisons prestigieuses s'y mettent en assurant qu'industriel n'est pas synonyme de mauvaise qualité. Je réponds que c'est des conneries, parce que j'invite ces gens, c'est sincèrement, c'est un non-sens. Je peux presque dire que le macaron aujourd'hui il est meilleur qu'il n'était à l'époque. Dans l'agroalimentaire, il y a certains desserts glacés qui sont formidables, qui sont supérieurs aux artisans. Pâtisserie, un art culinaire en danger. Deuxième et dernière question de la soirée. Dans cette école de boulangerie, les élèves apprennent à fabriquer le pain selon les méthodes artisanales. Pourtant, en 2013, le pain industriel a littéralement envahi le marché. Vous allez le voir, les artisans boulangers disparaissent. Le pain est de plus en plus souvent produit par tonnes, bourré d'additifs, surgelé et vendu en grande surface. Il est même parfois produit à plus de 1000 km d'ici. Problème, le consommateur n'en sait rien. Il pense encore bien souvent acheter un pain frais et fait maison. Alors, artisanal ou industriel, où est le bon pain? Voici l'enquête de Gérald Vandenberg et Guillaume Volmer. Ces gestes simples et répétitifs ont petit à petit disparu de la vie quotidienne de nos familles. C'est chaque fois un plaisir de découvrir mon pain quand je le sors du four. C'est vraiment un grand plaisir pour moi, chaque fois.
C'est quoi la recette de votre pain? Alors, c'est de l'eau, de la farine, du sel et le levain que je fabrique moi-même. Ça a l'air tout simple. Il n'y a pas plus qu'à faire que cela et le pain est excellent. Mais ces mêmes gestes font leur retour dans un nombre de foyers chaque jour plus important. De plus en plus de Belges recommencent à faire leur propre pain, à la main ou avec l'aide d'une machine. Le goût, c'est le bonheur. Est-ce que vous pourriez manger un autre pain? Non, mais je n'ose pas le dire. Parce que c'est un peu, à notre époque, moi je veux mon pain, parce que le pain blanc au magasin, c'est dégueulasse. Je trouve ça un peu grave quand même. Donc je le dis pas. Je le mange et je me tais. Chez les Meraglia, c'est le père qui pétrit et cuit la pâte. Ce temps consacré à la fabrication d'un pain maison, il le justifie d'une seule manière. Le retour d'un plaisir que n'offraient plus les boulangeries et autres grandes surfaces. Alors pourquoi est-ce que vous êtes mis à faire votre pain? Écoutez, avant tout, c'est une question de goût. Je ne trouvais pas dans le commerce un pain qui me convenait au point de vue goût, mais ceci dit, il en existe. Je ne veux pas dénigrer le commerce complètement. Est-ce que vous parvenez encore aujourd'hui à manger du pain industriel de grand magasin? Non, plus du tout. Impossible. Le pain belge, sans goût, sans saveur. Le verdict est lourd. Et pourtant, cette idée est partagée bien au-delà de la famille Meraglia. Pour s'en convaincre, il suffit de pousser la porte de n'importe quelle boulangerie. C'est de la mousse. C'est du pain blanc tout mou. Vous allez manger 2-3 tartines et puis le lendemain, vous le jetez de toute façon. Il n'y a plus beaucoup de boulangeries où on sait que le pain est fait juste là derrière. Comment en est-on arrivé là? Le pain est-il vraiment devenu un aliment sans saveur? Les professionnels confirment en tout cas que la menace est réelle. La grande perte, et ça tout le monde le reconnaît, se situe au niveau du goût. C'est une conséquence, c'est un sacrifice. Si les gens en sont conscients, oui. Mais est-ce qu'ils en sont conscients? D'autres plus pessimistes vont plus loin. On parle de pain artisanal partout, on n'en trouverait plus nulle part. La boulangerie d'antan serait en train de disparaître. Le supermarché veut prendre le rôle du boulanger de quartier. En Belgique, vraiment, la perte des boulangers. Les boulangers ont été éliminés, ont été rabotés, ont été laminés. Le pain belge a-t-il à ce point perdu sa saveur? Les bons boulangers de notre enfance ont-ils vraiment disparu? Comment fabrique-t-on le pain aujourd'hui? Artisanal ou industriel, où est passé le bon pain? Nous sommes à Malmedy, à 2 pas du centre-ville. Cette boulangerie est là depuis très longtemps et elle est considérée par les habitants comme une des meilleures de toute la région. Oui, du pain d'épeautre. Oui. Voilà, mais c'est au chaud, c'est pas les coups. Ah, mais c'est parfait. Non, non, ça va. C'est un pain ici, c'est comme un vin, il se consomme jeune, il vieillit bien, il attrape un autre goût, il mûrit, c'est extraordinaire. C'est à l'arrière de ce magasin que se trouve la clé du succès. Marc de Walk est boulanger depuis 40 ans. C'est un des derniers artisans à utiliser un four à bois. Sa spécialité, c'est les pistolets, les gonesses, comme on dit à Malmedy. Alors combien vous avez déjà fait de gonesses depuis le début de votre carrière? Il y a un stagiaire qui s'est amusé, fan un peu des chiffres, qui s'est amusé. Il m'a demandé combien j'en faisais tel jour, tel jour, tel jour. Puis il a multiplié ça par les semaines, puis les années, puis on arrive à 15 millions en 35 ans. Vous étiez conscient que vous en aviez fait autant? Non, non, non. Autrement, je serais peut-être plus fatigué. Mais si sa boulangerie connaît encore un franc succès, Marc de Waal est conscient que son métier disparaît. Voilà, monsieur. 1500 boulangeries ont fermé leurs portes ces 10 dernières années en Belgique. La cause en est simple,
un pain sur deux est aujourd'hui vendu en grande surface. Des grands magasins qui, à coup de publicité, font croire que leur pain est aussi artisanal que celui-ci. Oh mais non, c'est pas vrai, ça, c'est artisanal. Hein. Quand je vois tout ce cinéma qu'il y a de référence à l'artisan, là, c'est vrai, ça me fait mal. Ça me fait mal parce que on ne devrait pas galvauder ce mot-là, quoi, pour moi. Les grandes surfaces misent-elles vraiment sur l'image d'un pain fait comme chez un petit boulanger? Cherchent-elles vraiment à prendre leur place? Une visite dans le rayon pain de grande surface permet de répondre. On y joue clairement l'artisanat, comme le montrent ces autocollants cuits sur place, sur les vitrines. Nous voulions interroger Delhaize et Carrefour, les grands magasins où les rayons boulangerie sont les plus importants. Carrefour ne répondra pas à nos demandes. Quant au service presse de Delhaize, il se contentera d'un mail. Comme je vous l'ai déjà signalé par email, nous ne pourrons pas prévoir d'interview. Face à ces refus, nous n'aurons pas le choix. Toutes nos images en grande surface se feront en caméra cachée. Afin de poursuivre notre enquête, nous cherchons nos réponses ailleurs. Nous contactons le principal fournisseur de pain des grandes surfaces, la multinationale belge du pain, la Lorraine. Ils nous inviteront ici, près de Liège, dans ce qui est sans doute une des plus grandes boulangeries du pays. À l'intérieur de l'usine, c'est la valse des pains. Ici, ce sont des pains de campagne qui sortent chaque heure de fours de 40 mètres de long. Là, des milliers de ciabatta qui refroidissent lentement sur ces escalators géants. C'est ici que l'on fabrique le pain, que les grandes surfaces présentent comme artisanal. Le patron du groupe nous résume le tout en quelques chiffres impressionnants. Nous fabriquons du pain artisanal à grande échelle. Nous fabriquons tous les jours 300 à 400 000 pains par jour et plus ou moins 1 million de sandwichs par jour. Est-ce que vous avez une idée du nombre de personnes que vous nourrissez chaque jour? Nous nourrissons plus ou moins 2 millions de personnes par jour. En fait, il est quasiment impossible pour un Belge de ne jamais manger le pain de la Lorraine. On en trouve au Delhaize, au Carrefour et au Colruyt. Enfin connaisseur du marché, le patron de la Lorraine nous confirmera que les grandes surfaces cherchent bel et bien à concurrencer les boulangeries de quartier. Depuis 20 ou 30 ans, le supermarché veut prendre le rôle du boulanger de quartier, aussi bien au niveau de son ambiance qu'au niveau de la qualité des produits. Pour nous, ça reste un challenge et on a saisi cela très fermement et on y arrive tous les jours un peu plus. Quelle méthode les grandes surfaces utilisent-elles pour cuire leur pain? Est-ce vraiment de l'artisanat? La Lorraine fait du pain frais. Mais à côté, elle a développé depuis quelques années une autre technique pour aider les grandes surfaces à concurrencer les artisans. Une technique imparable qui permet d'avoir du pain chaud à n'importe quelle heure du jour. C'est ce qu'on appelle le pain pré-cuit. La chaîne de production des baguettes congelées va nous aider à mieux comprendre. Les machines y font tout. Elles pétrissent la pâte, la mettent en forme, apposent les célèbres entailles et puis bien sûr, cuisent le tout. En fin de parcours, les baguettes sortent de cette machine, un super surgélateur à moins 25 degrés. Elles seront ensuite livrées en grand magasin. Nous avons développé une technologie de cuire les pains à 80%, les surgeler et puis de les faire la cuisson sur le lieu de vente. Donc finalement, la cuisson sur place en magasin, c'est essentiellement pour donner du croustillant et la couleur aux croûtes. Donc c'est comme si on avait une voiture qu'on se contentait de peindre à la fin. Il n'y a plus que la peinture qui manque. Il n'y a plus que la peinture qui manque, oui. On peut comparer ça de cette manière-là. Nous retrouvons ces baguettes et d'autres pains surgelés à l'arrière du rayon boulangerie d'un grand magasin.
Les vendeuses les sortiront du congélateur et les réchaufferont dans de petits fours tout au long de la journée. Le tout en fonction des ventes. C'est à ce moment-là qu'une mutation étrange se produit. En passant de l'arrière du rayon au présentoir, la baguette livrée congelée par la Lorraine va miraculeusement se changer en pain frais. À l'aide d'autocollants accolés sur les vitrines, certains magasins évoquent des pains cuits sur place. D'autres enseignes font apparaître la mention « frais du jour » sur les sacs. Et puis surtout, on abuse de l'odeur dégagée par la décongélation des pains. Une odeur qui est authentique, je pense que ça fait rêver et ça fait vendre certainement. Au total, à coup de bonnes odeurs et d'un habile marketing, les grandes surfaces nous vendent un pain surgelé comme un pain frais. Et puis surtout, tout est fait pour que le client ne s'en aperçoive jamais. Nous aurions voulu interroger les grandes surfaces sur cette mystérieuse transformation du pain congelé en pain frais. Mais nous devrons nous contenter de cet extrait du mail de Deleuze. Nos pains ne proviennent jamais de pâtons surgelés. Tous nos pains arrivent donc pré-cuits à 60% et pas surgelés quotidiennement dans nos magasins. Dans ces phrases, 4 mots nous frappent. Pâtes surgelées et pré-cuits à 60%. Aux réponses aux pâtes surgelées, voici une image parlante. C'est le congélateur de la Lorraine. Il fait 8 étages de haut. Une majorité des pains pré-cuits fabriqués pour Deleuze passent ici avant d'être livrés. Température permanente, moins 24 degrés. Difficile de faire plus congelé. Quant au pain pré-cuit à 60% seulement à l'usine, selon Deleuze, voici les chiffres du fabricant. Vous allez voir, ils sont, disons, différents. Le pain, il est, à vrai dire, il est complètement cuit à l'intérieur. Donc ce qu'on appelle l'amidon de l'ami est à 100% coagulé. C'est très technique, mais donc le pain, il est cuit et il est comestible. Au total, Deleuze cherche à tout prix à minimiser le côté surgelé de son pain. Il est vrai qu'un pain congelé avant d'être vendu est tout sauf artisanal. Mais la saga du pain congelé ne s'arrête pas là. Elle connaît depuis peu un nouveau rebondissement. Michel Orny est un boulanger de la région de Charleroi. Il nous présente une nouvelle sorte de pain congelé. Il serait, selon lui, fabriqué loin de chez nous, à l'autre bout de l'Europe, mais vendu comme du pain frais dans les grands magasins. Et il affirme pouvoir les distinguer aux marques sur la base du pain. Très facile, on voit ces pains belges ici façonnés sur des filets. Tandis que ces pains-là sont pratiquement tout à fait différents. Ils doivent être certainement cuits sur des plaques, donc le système de cuisson est différent. Mais au-delà de cet indice, ce qui nous surprendra le plus, c'est le lieu supposé de fabrication. Pour moi, c'est un pain qui a été panifié, mais en Pologne, et réchauffé en Belgique. Ça veut dire quoi, panifié en Pologne? Mais ça veut dire que ce pain est pétri en Pologne. On le façonne et on va le cuire en Pologne. Ça veut dire qu'ils auraient pu être fabriqués combien de jours plus tôt avant d'être congelés? Combien de mois plus tôt? De mois? Pourquoi pas? Et dans quelle quantité est-ce qu'on les trouve dans les grands magasins? Ben bon, vous savez, dans notre corporation, on parle, on discute. Dans la grande distribution, je dis bien dans la majorité, pas dans tous. Mais je pense que ça représente entre 60 et 70% de ventes dans la grande distribution. Des pains vendus dans certaines grandes surfaces seraient donc fabriqués en Pologne. Les Belges achèteraient des pains congelés et produits à 1300 km de distance sans le savoir. Nous avons voulu interroger Carrefour et Deleuze sur ce sujet. Mais seul Deleuze réagira, toujours par le même mail. 80% de notre production de pain provient de Belgique. Une petite partie de notre production provient aussi du Luxembourg et du nord de la France. Pour déterminer qui dit la vérité, nous prenons la route de la Pologne. Direction Varsovie. À notre grande surprise, les premières confirmations viendront rapidement. Henryk Piziewicz est ingénieur agronome. Il a fait carrière dans l'industrie du pain. Il a enseigné à l'université de Varsovie. Il connaît les chiffres du marché du pain par cœur et ils sont à couper le souffle. Quelle est la quantité de pain que la Pologne exporte chaque année vers l'Europe de l'Ouest?
Pendant les derniers 8 mois, nous avons exporté 1,8 million de tonnes de pain et de pâtes surgelés. Donc il suffit de les mettre dans les fours après, oui. Et notre témoin va préciser ces chiffres pour la Belgique et le Luxembourg. En 2012, selon les douanes polonaises, au moins 50 000 tonnes de pain seraient arrivées chez nous, l'équivalent de millions de pains. Ces chiffres sont difficiles à vérifier dans le détail. En revanche, nous jugeons indispensable de trouver l'endroit où ils sont fabriqués. Après plusieurs jours d'enquête, nous finirons par repérer une usine dans la banlieue de Varsovie, à Marki. Elle s'appelle Inter-Europol. Voici l'atelier principal de l'usine. Les chaînes de production du pain n'ont rien à envier à celles de la Lorraine. Elles sont très imposantes. Notre attention se porte sur ces baguettes grises. Nous apprenons au détour d'une conversation qu'elles sont destinées au groupe Delhaize. C'est la directrice responsable des exportations qui nous reçoit. Elle acceptera de parler du marché belge, mais sans citer le nom de ses clients. Si jamais, en tant que client belge, je veux trouver leur pain, où est-ce que je vais le trouver, leur pain? Dans la plupart des chaînes de grands magasins, en fait. Il y a 10 millions d'habitants en Belgique. Est-ce qu'elle pense qu'elle en nourrit beaucoup ou pas? Je peux dire tranquillement que j'ai au moins vendu une baguette à chaque habitant de la Belgique. Et pour nous en convaincre, on nous tend un catalogue. On y découvre tous les produits que l'usine envoie en Belgique. On peut dire sans exagérer qu'il y a de la variété. Pistolets, pain blanc, baguettes, pain fitness. En parcourant ces pages, on se rend compte que l'on a tous déjà vu ces pains dans nos grands magasins. En Belgique, les grands magasins les plus connus, c'est notamment le Delhaize et le Carrefour. Est-ce que si moi, en tant que client, je vais là, j'ai une chance de manger un de leurs produits? Oui, bien sûr. Il n'y aura aucun problème pour trouver nos pains dans ces enseignes. Quant au processus de fabrication, il est aussi confirmé. Tous ces pains sont cuits et congelés en Pologne avant d'être envoyés en Belgique. Le processus de fabrication est tel que le pain est en fait cuit à 70 ou 80%. Il est ensuite congelé et est envoyé en Belgique à une température de moins 18 degrés. Et c'est le client là-bas qui décide de la cuisson en magasin sur place. S'il veut que le pain soit plus blanc ou au contraire plus croustillant, il décide lui-même du temps de cuisson. Quant à la forme du pain, nous nous adaptons à la demande du client. Ces camions transportent donc vers la Belgique des tonnes de pain polonais. Ils y seront décongelés, réchauffés, vendus comme frais. Un pain frais qui aura parcouru 1300 km, mais que, bizarrement, personne ne confirmera avoir reçu. Consommer ces pains congelés pose-t-il un problème pour le consommateur? Sont-ils aussi nourrissants que le pain frais? Paradoxalement, c'est de Pologne que viendra le doute. Les Polonais n'aiment pas le pain congelé. D'accord. Mais c'est ce qu'ils envoient vers les autres pays d'Europe. Oui, en grande quantité. Trop grande, d'après moi. Pourquoi trop grande? Trop grande parce que dans ce cas-là, on mange ce pain chaque jour. C'est pas bon pour la santé, oui, parce que si on produit quelque chose comme ça dans des usines pour l'exportation, il faut surveiller les règles de la fermentation. On ne doit pas raccourcir la fermentation. Comme je dis, si la fermentation n'est pas complète, c'est comme un vin qui n'a pas fait une bonne maturation. Voilà. Pourquoi les grandes surfaces choisissent-elles de fabriquer leur pain aussi loin de chez nous? Quels avantages en retirent-elles? Nous retournons à Charleroi, chez les artisans du pain. Tout s'expliquerait en un seul mot, le prix. Combien coûte ce pain polonais et êtes-vous en mesure de faire un pain de la même sorte pour le même prix? Je ne pense pas, c'est pratiquement impossible. Quand vous voyez ce pain 1,49, moi pour subsister avec mes charges sur le personnel et tout ce qui suit autour, je dois le vendre 2,20. Bon, on ne peut pas concurrencer ces pains-là, c'est impossible. Ça veut dire quoi, qu'à terme vous êtes condamnés? On est tous condamnés. On est tous condamnés. Dans l'artisanat, on va mourir tous un petit peu à la fois.
Pourquoi les Polonais parlent-ils facilement du pain qu'ils envoient chez nous et pourquoi est-ce un secret en Belgique? Pour Michel Orny, c'est clair. Si les clients belges apprennent que ce pain est polonais, ils n'en achèteront plus. Dans chaque magasin ou la grande distribution, qu'on indique l'origine de pétrissage des pains vendus dans ces grands magasins. Des drapeaux polonais, quoi. C'est vous qui le dites. Pain surgelé belge, pain surgelé polonais à prix cassé, tout cela est loin de garantir le bon goût du pain. Ceci dit, les grandes surfaces et les industriels ne sont pas les seuls en cause. Du côté des artisans aussi, il y a des dérives. Même chez le petit boulanger du coin, le congelé n'est jamais très loin. Nous retournons à Malmedy, chez Marc de Waal. Nous allons discuter de ce catalogue que reçoivent tous les boulangers artisanaux. Il s'agit d'une liste de produits congelés que les artisans peuvent acheter à un industriel. Et nombreux sont ceux qui y succombent. Des choses qui se congèlent bien, par exemple, sont des petites pièces. On va trouver quand même très souvent la croissanterie, tout ce qui est viennoiserie. Donc, on a souvent des offres très intéressantes au niveau prix. Le risque, c'est que la confusion pain artisanal, pain industriel se renforce au détriment des petits boulangers. Est-ce que quelqu'un qui travaillerait comme ça est encore un boulanger? J'ai du mal à le faire, moi, en tout cas. Donc, quelque part, c'est une industrialisation par le bas. Face à cette confusion entre boulanger artisanal et boulanger industriel, comment le consommateur peut-il s'y retrouver? Peut-il se fier au seul goût du pain? Pour le savoir, nous organisons un testing. Il aura lieu dans un restaurant étoilé. L'essentiel à Templou. Nous n'avons pas fait ce choix par hasard. Chaque matin, le chef Adam Raphaël prépare lui-même le pain de ses clients. La boulangerie, il connaît. Nous avons également invité Xavier Mouffe à ce testing. Ce journaliste a écrit un guide des 50 meilleures boulangeries de Bruxelles. Nous étalerons devant eux 7 pains blancs classiques. Ils proviennent de boulangeries de quartier et de grandes surfaces. Le but du test est simple. Distinguer pain artisanal et pain industriel. Une étiquette glissée sous l'assiette permettra de vérifier la réponse. Il n'y a pas la route? Non. Pas de goût? Industriel. Industriel, oui. Industriel, c'est bien ça. C'est quoi vos critères en fait pour distinguer un industriel d'un artisanal? Il faut déjà qu'il utilise une bonne farine de froment. Et puis à l'odeur, l'ami doit avoir quand même une odeur assez agréable, une certaine consistance. Au début, tout paraît facile. Mais la difficulté de distinguer industriel et artisanal sera très vite là. Industriel. Industriel? Oui. Non, ça, je ne peux pas se tromper à ce point-là. Pour moi aussi, c'est de l'industriel. Oui, industriel. Oh merde. Ça vous surprend? Oui. Franchement, celui-là, il me... Parce que directement, avant qu'on le goûte tous les deux, on était persuadés qu'il était industriel. Nous avions présenté 3 pains artisanaux lors du test. Nos experts se tromperont pour 2 d'entre eux et les prendront pour des industriels. Comment un consommateur pourrait-il s'y retrouver si les professionnels se font duper? Comment s'assurer qu'un artisan n'a pas des méthodes d'industriel peu prometteuses de goût? En Belgique, il n'y a pas de solution. Mais dans d'autres pays, on y a réfléchi depuis longtemps. Direction le Sud. Nous sommes en France, à Paris. Nous avons fait le déplacement pour suivre une inspectrice de la répression des fraudes. Ce matin, toute son attention est focalisée sur un type de commerçants, ceux qui utilisent l'enseigne boulangerie. Catherine Cunier, je suis inspectrice de la répression des fraudes, je travaille à la DDPP de Paris. Je suis venue faire un contrôle de l'établissement au niveau loyauté. Cette fonctionnaire assermentée de l'État français va vérifier minutieusement les méthodes de travail de l'artisan. Je vais aller le voir en bas, ça sera plus simple. De toute façon, il faut que je fasse quelques vérifications en bas. Ouais.
Dans l'atelier de l'artisan, tout sera passé au crible. Four, pétrin la pâte de chou vide et surtout les congélateurs. Et là? Ça, c'est des pains... Oui, bah du coup, le problème c'est que vous êtes au courant que oui, je sais. Quand on a lancé une boulangerie, on ne peut pas congeler le pain à aucun stade. Bah oui. Il n'y a pas de tolérance. Oui, oui. Donc ça, c'est non. Un petit coup d'œil à la grimace du boulanger et l'on a vite compris qu'en France, ces surgelés n'ont rien à faire dans une boulangerie. En fait, ce commerçant vient tout simplement de violer la loi définissant le métier d'artisan boulanger. Depuis 1998, cette loi impose des critères très stricts pour pouvoir simplement apposer l'enseigne boulangerie sur sa vitrine. Il faut que le pain soit pétri, fermenté, mis en forme et cuit sur place. Et surtout, les congelés sont interdits. Les surgelés trouvés dans la cave du boulanger pourraient bien lui coûter cher. Je referai un contrôle et si je constate à nouveau les mêmes choses, ça sera une procédure contentieuse qui sera établie à son encontre et transmise au parquet. Qu'est-ce que prévoit la loi comme sanction en cas de fraude? Alors, concernant l'enseigne boulangerie, c'est un délit. Donc, c'est une amende supérieure à 30 000 € et ou 2 ans d'emprisonnement. Voilà. Mais bien sûr, libre appréciation toujours des tribunaux derrière. Cette loi clarifie les choses. En France, si vous lisez boulangerie sur une vitrine, vous savez que le pain est fait sur place. Si boulangerie n'est pas là, c'est juste un dépôt de pain ou un commerce qui réchauffe des surgelés. En Belgique, rien n'est aussi clair pour le consommateur. Quel est l'impact de cette loi sur la qualité du pain en France? Pour le savoir, nous avons rendez-vous au Sénat français. Nous rencontrons Jean-Pierre Raffarin, ex-premier ministre, pour nous en parler. C'est lui qui a fait adopter cette loi. Je pense que le pain était menacé dans la mesure où les plus jeunes risquaient de perdre ce qu'est le goût du pain. Si vous voulez du bon pain, il faut qu'il soit fait par un professionnel qui assume vis-à-vis de vous dans les yeux la qualité du pain. L'appellation importante, c'est pas tant boulanger que artisanal. L'artisan, c'est celui qui produit de ses mains la production qu'il va proposer au consommateur. En France, depuis l'adoption de cette loi, le nombre de boulangeries artisanales ne diminue plus. C'est son impact le plus visible. C'est-à-dire que quand le commerçant artisan fait de l'industrie, très vite, il est moins fort que l'industriel. Et donc, s'il ne se défend pas sur l'artisanat, sur le label, non seulement le label de ses produits, mais le label de son process, s'il ne se défend pas sur ces labels-là, évidemment, il est dévoré par les puissants que sont les industriels. À ce moment de notre enquête, la prolifération des pains congelés semble expliquer pourquoi le pain a perdu une partie de son goût. Mais est-ce la seule explication? Quel autre phénomène pourrait justifier cette perte du goût? Nous nous rendons chez un spécialiste de la nutrition. Lui aussi s'intéresse au pain, mais son analyse va plus loin que le simple goût. Nous lui présentons des pains de grande surface et de boulangerie de quartier. Il va tout d'abord attirer notre attention sur un véritable subterfuge à la limite de la tricherie. Le camouflage du pain blanc en pain gris, comme pour ces sandwichs. En fait, ce pain-ci ne contient pas plus de fibres qu'une baguette à base de farine raffinée. Il est élaboré à partir de farine raffinée, mais on l'a coloré avec des substances de type caramel qui permettent justement de donner cette couleur brune, mais qui malheureusement n'apportent pas les fibres, les vitamines, les minéraux qu'on retrouve dans une farine complète. L'idée est de laisser penser aux consommateurs que ce sandwich a toutes les vertus du pain gris si favorable à notre santé, tout en se mangeant aussi vite que du pain blanc. Il y a un petit peu de tromperie par rapport à ce que la couleur traditionnellement devrait indiquer. Oui. La coloration donne un aspect peut-être plus rustique, plus traditionnel, qui n'est pas vrai puisque c'est une farine raffinée, c'est un produit tout à fait moderne. Mais ce spécialiste ne s'arrête pas là. Il poursuit en évoquant un phénomène plus répandu. Les pains surgonflés au volume impressionnant et à la mie particulièrement souple. Cette pâte extrêmement aérée, en bouche, va être très rapidement imprégnée de salive et lors de la digestion également, se fera attaquer très rapidement et donc va distribuer son énergie très rapidement. Donc le taux de sucre dans le sang va augmenter plus rapidement qu'avec une pâte qui aura levé plus lentement et qui sera plus ferme, plus dense
ce qui n'est pas de bon augure pour le contrôle du poids par exemple. Clairement, les pains très aérés sont plus dans le domaine du fast-food et surtout de la digestion rapide. Et c'est presque un petit peu comme une sucrerie du point de vue métabolique. Les produits qui font gonfler le pain n'ont aucun intérêt pour le consommateur. En revanche, il y en a bien un pour les fabricants. Mais vous savez que le temps, c'est de l'argent, donc plus la pâte va lever rapidement, plus on pourra faire de cycles de production de pain au cours d'une journée ou de 24 heures. Et c'est malheureusement ce qui concourt à rendre cette pratique extrêmement courante parce que c'est plus rentable. Pourquoi le pain n'est-il plus simplement composé de farine, eau, sel et levure? Combien de substances ajoutées à la pâte permettent d'influencer la couleur ou la forme du pain? Et surtout, quel impact tout cela a-t-il sur le goût? Pour en savoir plus sur ces produits qui modifient complètement le pain, nous nous rendons dans un moulin industriel de la région de Courtrai, le moulin Thalmann. Notre but est de remonter jusqu'à la matière première du pain, la farine. Le moulin Thalmann est de taille moyenne. On y transforme en farine 200 tonnes de blé par jour. 100 kg de blé obtient environ 75 kg de farine. Donc c'est 3/4. Et 1/4, ce sont les sous-produits de la mouture qui vont vers les aliments composés. Les grains passent par les meules, les tamis et un incroyable enchevêtrement de tuyaux. En fin de parcours, on finit par récolter 150 tonnes de farine chaque jour. Jusque-là, le produit est encore pur. Mais juste avant la mise en sac, tout va changer. On ajoute aux farines ce qu'on appelle des améliorants, des additifs. Ce sont ces produits qui ont la capacité de changer notamment la couleur du pain ou de le faire gonfler plus fort. Pour améliorer le fonctionnement de la levure, on pourrait ajouter du malt enzymatique, ou bien des enzymes, ou même des sucres. Le but est d'offrir au boulanger une farine stable qui permet de faire un pain toujours identique, sans risque d'erreur. Dans certains cas, il ne faut pratiquement plus rien ajouter à ces sacs pour obtenir du pain. L'idéal pour un boulanger, c'est d'obtenir une farine prête à l'emploi, ajouter l'eau, le sel et la levure. Souvent, le sel pourrait déjà être incorporé, ça dépend des vœux du boulanger. Est-ce que vous pensez qu'à l'avenir, on va encore utiliser des améliorants différents basés sur des nouvelles techniques? J'en suis sûr. C'est un marché en pleine évolution et j'en suis sûr qu'à l'avenir, on va découvrir de plus en plus d'autres possibilités pour rendre le pain un autre goût ou pour avoir un autre type de pain ou de fabrication. De quoi se composent exactement ces produits rajoutés aux farines? Sont-ils nombreux? Pourquoi devrait-il toujours y en avoir plus? Et puis surtout, qui les fabrique? La réponse à cette dernière question se trouve en Belgique. Tout se passe ici, dans cette usine. Enfin, pour être exact, dans les labos de cette usine. Nous sommes chez Puratos, le leader mondial des améliorants du pain. Une multinationale belge de la chimie boulangère. Puratos a réalisé l'année passée 1,4 milliard d'euros de chiffre d'affaires. Nous avons 60 filiales dans le monde, nous produisons dans 47 pays au travers de 53 usines. Dans ces labos, des centaines d'ingénieurs agronomes et autres chimistes inventent chaque jour de nouveaux additifs. Ces scientifiques cherchent par exemple à améliorer le moelleux du pain, jusqu'à l'extrême. Et ils disposent ensuite de machines incroyables pour mesurer la souplesse de la mie. Ils ont aussi ces ordinateurs dernier cri, analysant la forme idéale à donner au pain. Là aussi, un additif bien choisi pourra aider. Est-ce qu'on peut considérer que quelque part le pain est devenu un produit de haute technologie? De nouveau, il existe toujours cette tension constructive, disons, entre la tradition de faire un beau pain qui soit agréable à consommer, etc., tout en respectant les traditions de la boulangerie, et d'autre part l'utilisation de la technologie qui permet de réaliser des assortiments plus larges, d'avoir un pain qui soit plus régulier, etc., et qui se conserve mieux, par exemple. Et donc là, on est quand même plus proche de plutôt dans une démarche
recherche plus technologique. Au-delà de l'apparence du pain, il y a aussi un travail sur le goût. Nous sommes dans l'atelier où Puratos apprend au boulanger à se servir de ses produits. Nous allons y parler du sapor. Cette petite poudre ajoutée par le boulanger à la pâte permet de donner au pain le goût suré du levain, même s'il n'a pas du tout utilisé de levain pour le réaliser. Sapore en italien veut dire saveur, hein, donc ça veut bien dire ce que ça veut dire. Ce sont des produits qui sont issus de la fermentation du levain pour restituer au pain quelque part sa saveur de fermentation du passé, au levain, etc. Est-ce que c'est un additif, un améliorant que l'on rajoute à un pain fabriqué avec du levain ou est-ce que ça pourrait être un pain fabriqué avec une levure normale? Ça peut être les deux cas. Certains boulangers l'utilisent, en ajoutent à leur levain pour différencier un peu leur goût et d'autres simplement dans une pâte à la levure, simplement pour donner une note aromatique de levain, une saveur un peu plus beurrée à leurs produits, etc. Autrement dit, ce n'est pas le savoir-faire du boulanger qui apporte le goût levain, mais un additif. Évidemment, chez Puratos, on est conscient que les additifs chimiques n'ont pas bonne presse. Le consommateur n'aime pas les voir sur les étiquettes. Pour calmer cette méfiance, ces ingénieurs développent donc de nouveaux améliorants, des enzymes. Avantage, ils disparaissent à la cuisson. Cette disparition va permettre un petit tour de passe-passe. On retrouvera bel et bien l'enzyme dans la composition de la farine, mais on précisera sur le sac qu'il est inutile que le boulanger le mentionne dans la composition de son pain. Vos additifs, vos améliorants, pour qu'ils soient mentionnés sur l'emballage, il faut qu'ils soient présents à la fin de la cuisson du pain. Ils doivent, à partir du moment où on les ajoute au niveau du pain, normalement on doit les déclarer. Un enzyme qui disparaîtrait à la cuisson, doit-il encore être mentionné sur l'emballage? Il ne doit pas être mentionné. Même s'il a servi à la fabrication? Même s'il a servi à la fabrication. Autrement dit, le consommateur n'entendra jamais parler de ces additifs. Il ne connaîtra même pas leur existence. Et pourtant, ils seront là partout, tout le temps. Est-ce que vous avez une idée du nombre, du pourcentage de pain en Belgique où il n'y aurait aucune trace du moindre ingrédient, du moindre améliorant Puratos? Il y en a? Bon, il y en a probablement, oui, je ne sais pas vous dire. Je n'ai aucune idée du pourcentage, mais il y en a probablement, oui. Beaucoup? Je ne pense pas, non. Pourquoi utiliser des améliorants pour changer la forme du pain? Pourquoi utiliser des additifs pour influencer le goût du pain? Et puis surtout, sont-ils vraiment incontournables pour les boulangers? C'est ce que nous allons tenter de déterminer. Retour en France, à Chartres, la capitale de la Beauce, une des régions agricoles les plus riches de France. Nous avons rendez-vous dans ce moulin. Il appartient à la famille Viron, une famille où l'on est meunier depuis 7 générations. Depuis 25 ans, ils se battent tous dans un seul but, promouvoir les farines sans additifs et donc un pain sans produits chimiques. On n'a pas besoin d'additifs pour faire de la baguette de tradition française. On n'a pas besoin d'additifs pour faire du pain de qualité. On n'en a pas besoin. On a besoin d'un mélange de blé, on a besoin d'une compétence boulangère, ça on en a besoin. Mais les additifs, ils ne servent que à faciliter le travail, on n'a pas besoin. À permettre d'utiliser des produits moins sympathiques, moins agréables, moins chers, on n'en a pas besoin. Quel est l'intérêt? Et c'est ça qui est un petit peu le cheval de bataille, proposer aux boulangers des choses simples pour que les consommateurs trouvent des choses bonnes et naturelles. Ça veut dire quoi, naturel? Naturel, c'est sans ajouter de choses étranges venues d'ailleurs. Pour mener le combat contre les additifs, ces meuniers ont inventé ce qu'on appelle une farine tradition. Une découverte majeure, faite un peu par hasard. La farine tradition, elle est née il y a maintenant très longtemps, c'est en 86-87. Il y a un client de mon père qui a appelé en disant qu'il souhaitait une farine sans additifs, sans produits chimiques, sans blé américain, sans blé améliorant. Il voulait juste un mélange de blé panifiable tout simple. Et la première réaction était de dire qu'il allait pouvoir faire que des galettes avec ça et qu'il n'aurait jamais des baguettes. On est allé voir le lendemain matin, une fois qu'on l'avait livré, on est allé voir le lendemain matin ce qu'il avait produit et on a goûté une baguette qui était très sympa. Effectivement, pas très développée, mais très agréable au goût et il y avait vraiment quelque chose de très très agréable.
Pour Alexandre Viron, le recours aux additifs est une solution de facilité. Il constate qu'ils sont de plus en plus nombreux, de plus en plus mystérieux. Il y a deux époques, il y a avant l'Europe et après l'Europe. Depuis que l'Europe nous a autorisé 150 produits, on a le droit à 150 produits. Puis il y en a qui, on ne sait pas à quoi ils servent. On n'a pas compris à quoi ils servaient, mais ils sont autorisés. Même vous, professionnels, vous ne savez pas à quoi ils servent? Même nous, professionnels, on ne sait pas à quoi ils servent. Depuis quelques années, la farine tradition sans additifs est de plus en plus vendue. Elle a permis aux petits boulangers de regagner des parts de marché face aux grandes surfaces en jouant le goût. Mais la prise de conscience n'est pas partout la même. Vu de France, les artisans boulangers belges ont bien du retard. Ah ben, il y a eu en Belgique vraiment la perte des boulangers. Les boulangers ont été éliminés, ont été rabotés, ont été laminés. Et aujourd'hui, on retrouve des gens qui se redonnent du mal, qui se donnent du mal à nouveau pour faire de la qualité. Les boulangers belges sont-ils à ce point ignorants de la présence d'additifs dans leur farine? Connaissent-ils leur impact sur le goût? Pour en avoir le cœur net, nous nous présentons en caméra cachée chez des artisans boulangers. Le scénario est simple. Je leur demande la composition de leur farine parce que mon fils est allergique aux additifs. Bonjour monsieur. Parce qu'en fait, mon fils est allergique à la farine, plus exactement aux enzymes qu'on trouve dans certaines farines. Et je voulais savoir si vous utilisiez des enzymes dans votre farine. C'est quoi les enzymes? Parce que mon fils, il est allergique à... Oui, je sais, je te comprends. Je ne sais pas, je cherche quelqu'un. Ah ouais, c'est pas écrit. Ah oui, voilà. Enzyme. Enzyme, il y en a? Oui, enzyme. Désolée. Ok. Ouais. Et je voulais savoir si vous aviez un pain où j'ai la garantie qu'il n'y en a pas. Aucune garantie, monsieur, parce qu'on garant. Je ne peux même pas garantir les farines que nous on reçoit. Donc... Il n'y a pas moyen de... Non, monsieur. Ouais. C'est à notre époque, on ne sait pas ce qu'on reçoit. Nous devrons nous rendre à l'évidence, rares sont les boulangers belges qui s'intéressent à l'impact des additifs. Et plus rares encore sont ceux qui les évitent. Nous finirons quand même par dénicher l'oiseau rare. Nous sommes au bon.com à Wallin. Ici, ce qui prime, c'est la gourmandise. Il y a 10 ans, Pascal Donnet ne trouvait plus aucun pain dans le commerce qui lui plaisait. Pour lui, ils manquaient tous de goût. À 40 ans, il a donc changé de métier et décidé de faire du pain comme il l'aimait. C'est quoi la recette d'un bon pain? C'est de l'eau, du sel, de la levure et de la farine. C'est un peu de savoir-faire finalement. Mais c'est pas très compliqué à faire. Hein. Dès le départ, il refusera d'utiliser tout additif. Il les voit comme un obstacle au bon goût. Et le consommateur, comment il peut s'assurer qu'on n'a rien rajouté ou dans la farine ou dans la pâte? Une bonne question. Oui, c'est toujours la confiance envers son boulanger. Faut le demander, quoi. Oui. En suivant de près la fabrication de son pain, un élément nous frappe. La présence des bannetons. Ces petits paniers en osier qui soutiennent la pâte pendant qu'elle lève et gagne sa saveur. En fait, ces paniers prouvent qu'ici, il n'y a pas d'additifs. Pourquoi est-ce que vous utilisez ces espèces de petits paniers pour mettre la pâte? Bien ici, la farine ne contient pas d'acide ascorbique pour maintenir la pâte ensemble. Et ici, quand il n'y a pas d'acide ascorbique, ma pâte, vous voyez qu'elle est très molle. Si je la laisse lever comme ça sur la table ou sur un tapis d'enfournement, elle va s'étaler comme une crêpe et bon, je ne saurais pas l'enfourner. Mais ces paniers signifient aussi autre chose. Ils montrent qu'une farine sans additifs demande des efforts supplémentaires et empêche l'utilisation de machines. Un obstacle majeur pour faire du pain à grande échelle. On ne sait rien automatiser. Il n'y a pas moyen de bouler les pains avec la machine, il n'y a pas moyen de les diviser avec une machine, il n'y a pas moyen d'avoir donc une diviseuse, une bouleuse. Tout ça, c'est impossible. Donc il faut tout faire à la main. Il faut les peser à la main, un par un. Et les enfourner à la main, c'est pas avec un tapis d'enfournement. Et donc ça prend plus de temps. Le temps, c'est de l'argent. Ben voilà.
Est-ce que vous pensez qu'à un certain moment, certains pains contenant de nombreux additifs ne méritent plus le nom de pain? C'est pas à moi à répondre à ça. Pour moi, du pain, c'est de l'eau, du sel, de la levure et de la farine. Point. Pourquoi le goût a-t-il petit à petit perdu de son importance pour les boulangers? Pourquoi les consommateurs ont si peu réagi? Nous trouverons la réponse dans un endroit magnifique, le moulin d'Olange, près de Bastogne. Ces trous à aube entraînent le dernier moulin hydraulique du pays. Ces meules produisent uniquement des farines sans additifs, une exception en Belgique. À côté des meules se trouve un atelier de boulangerie. On y utilise évidemment la farine du moulin. Ce pain est donc entièrement sans additifs. Est-ce qu'on peut dire que vous faites du pain à l'ancienne? Oui, tout à fait, tout à fait. On fait le pain comme avant la Deuxième Guerre. Pourquoi ce choix? Ben parce que c'est délicieux. C'est délicieux et les gens sont heureux de trouver ce genre de produit. Nous, on est d'abord heureux de le fabriquer, on y prend beaucoup de plaisir. Et puis, ben, les gens, nos clients nous le rendent bien. Ils sont, voilà, pour beaucoup, ils ne savent plus s'en passer. Mais est-ce qu'on pourrait envisager qu'à un moment ou un autre, d'autres que vous suivent la même voie et que ce type de farine soit disponible pour un plus grand nombre de boulangers? Certainement, oui. Pourquoi pas? C'est pas le chemin qu'on prend. C'est un choix, mais manifestement, ça n'est pas le chemin que prennent les industriels. Non. Pourquoi si peu de succès pour les farines sans additifs? Cet homme va nous apporter des éléments de réponse. En 1991, Dominique Delacroix a racheté le moulin d'Olange. C'est lui qui a développé la boulangerie à côté de la meunerie. Pour lui, les additifs ont permis à tout le monde de manger moins cher. Dans les années 50, il est évident qu'il y a eu une volonté de tout faire pour permettre aux ménages, dans cette arrivée du monde moderne, de pouvoir se payer les fruits du monde moderne qui étaient les machines à faire la lessive, plus tard les machines à vaisselle. Et tout a été fait pour tâcher de produire de l'alimentation qui coûtait moins cher et qui permettait d'avoir finalement ce qu'on a aujourd'hui, 18% du budget d'un ménage qui est consacré à l'alimentation. La grande perte, et ça tout le monde le reconnaît, se situe au niveau du goût. Si Dominique Delacroix se permet un discours avec autant de recul, c'est parce qu'il est un meunier un peu particulier. Avant de reprendre ce moulin, il a été médecin jusqu'à 47 ans. Il était gastro-entérologue. Cette double casquette lui permet de jeter un regard différent sur les additifs du pain. Surtout lorsqu'il évoque l'étrange expérience qu'il a vécue lorsqu'un médecin homéopathe lui a envoyé 2 patients allergiques au pain. Des patients que ces homéopathes soignaient pour des problèmes, par exemple, d'eczéma. Des eczémas faciaux chez des adultes très importants. Un autre cas, c'était un officier de la police judiciaire qui, dès qu'il mangeait du pain, avait des aftes géants dans la bouche. Durant 1 mois, ces 2 clients mangeront uniquement du pain d'Olange. Au grand étonnement de tous, l'eczéma et les aftes vont disparaître. J'émets évidemment l'hypothèse, avec le regard qui est le mien, que probablement une toute petite fraction de la population présente des problèmes d'intolérance aux adjuvants technologiques, mais il est malheureux que les médecins ne soient même pas conscients que dans les farines se trouvent des protéines de lait, des émulsifiants bien particuliers, des molécules de gluten qui ont été très légèrement modifiées. Et donc tout ça est simplement, comme toujours, les adjuvants technologiques, c'est un réel bénéfice, mais c'est un petit risque. En arrivant au bout de cette enquête sur le pain, l'avenir de la boulangerie en Belgique paraît bien sombre. Pain congelé, pain fabriqué aux confins de l'Europe, additifs en tout genre, autant de procédés qui nous éloignent de l'idée que l'on se fait du bon pain. Et pourtant, ceux qui ont tiré la sonnette d'alarme ne veulent pas baisser les bras. Ils croient encore au pain de qualité. Je suis effaré de gens qui disent qu'il faut un chemin jusqu'ici, par exemple. Je dis non, il y a des boulangeries très bien de votre côté, vous ne cherchez pas assez. C'est ça l'avantage de l'artisanat, hein? C'est qu'il y a une multitude de boulangeries et de choix qui peuvent se proposer.
Mais il faut chercher, ça c'est vrai. C'est une bonne trouvaille.